L'invité de Smart Impact, c'est Marie-Éloi. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la présidente de Bouge ta boîte, de Femmes des territoires, et vous publiez ce livre, Les femmes sauveront-elles le monde? C'est aux éditions Erol. C'est quoi? C'est un manifeste en quelque sorte? C'est un appel à la mixité. Je pense qu'on voit bien en ce moment qu'on a besoin de mixité dans ce monde. On a besoin des femmes. Et en fait, ce livre, il est né du terrain. Parce que j'ai initié des centaines de cercles de femmes depuis plus de 10 ans partout en France. J'ai donc lancé les 2 plus gros réseaux féminins d'entrepreneuses dont vous venez de parler. Et du coup, j'ai échangé avec des milliers et des milliers d'entrepreneuses, de porteuses de projets, de salariés. Et en fait, j'ai fait un constat, c'est que partout, elles agissent pour le bien commun, mais qu'en parallèle, elles ne sont pas à la table des décisions. Et ça, dans tous les domaines, absolument tous les domaines, même les domaines les plus féminisés, tout en haut, on ne dépasse jamais 10 à 15% de femmes. Et en fait, cette absence de mixité à la gouvernance du monde, pour moi, constitue le plus grand bug de l'humanité, celui qui est responsable de toutes les crises que nous vivons, sociales, sociétales, environnementales, géopolitiques, économiques. Je pense qu'on le voit bien en ce moment, à quel point on a besoin de rééquilibrer le monde. On a besoin des deux, tout autant les femmes que les hommes. Et pour moi, les priorités ont dérivé depuis que la gouvernance est portée quasiment exclusivement par les hommes, depuis le néolithique en fait. Oui, effectivement, parce qu'on peut remonter très très loin en arrière. Et comment vous liez dans ce livre, dans cette démonstration, les enjeux de mixité et les enjeux de transformation environnementale et sociétale? Oui, parce qu'on pense parfois que la mixité, c'est quelque chose de secondaire, quelque chose dont on s'occupera un jour quand on aura le temps, c'est-à-dire jamais. On peut penser aussi que c'est simplement un sujet de justice et d'éthique. Ce qui en soi déjà devrait nous faire réagir. En fait, la mixité... ça ne suffit pas. Ah non, ça ne suffit pas, on voit bien, ça ne bouge pas. En fait, la mixité, ça transforme tout. C'est pas juste 3 femmes en plus, ça transforme tout notre fonctionnement, notre rapport à l'argent, notre rapport au pouvoir, nos priorités, ça transforme absolument tout. C'est pour ça que c'est autant attaqué, c'est pour ça que ça dérange autant. Et on se rend compte que plus il y a de mixité, et il existe des centaines d'études aux 4 coins du monde, et c'est pour ça que je me dis, mais pourquoi on ne voit pas l'évidence? Pourquoi on ne se dit pas maintenant, alors que la planète brûle, alors que la guerre est à nos portes, pourquoi on ne se dit pas, il faut absolument de la mixité? En plus, on sait comment faire. Parce que ça transforme tout. Par exemple, pour l'environnement, il y a des centaines d'études qui montrent que plus il y a de mixité, plus l'environnement est protégé. C'est pareil pour la paix. Mais ça veut dire que, là je reviens au réseau que vous avez créé en 2014, il y a le réseau Femmes de Bretagne qui devient ensuite un réseau national, Femmes des territoires. Les projets que vous accompagnez, vous dites faire le bien, c'est pas 100% des projets. Franchement, c'est 95%. Ouais. Elles font toutes différemment. Il y a toujours un objectif social ou environnemental derrière. En fait, l'entrepreneuriat des femmes, c'est de la reconversion. C'est une recherche de sens, c'est autour de 42 ans. C'est une recherche de sens, de liberté. C'est aussi ras-le-bol du plafond de verre dans les grandes organisations. C'est pour ça que si elles ne se transforment pas, les femmes partent. Elles partent et elles créent leur propre entreprise. C'est l'envie de travailler en synergie avec des partenaires de confiance et effectivement de faire différemment. Donc, ça va être avoir de l'impact social, sociétal, environnementale, avoir plus d'éthique, de transparence. C'est pas forcément formulé, c'est pas forcément formalisé. Parfois, elles ne s'en rendent même pas compte. Mais quand on les fait travailler sur l'impact, je vous assure que toutes, elles font les choses différemment. Par exemple, l'autre jour, j'étais dans une petite ville, la fleuriste, elle me dit « Mais moi, j'ai pas d'impact ». Elle a quitté son grand groupe pour créer un magasin de fleurs locales et de saison. La décoratrice à côté, elle faisait du sans plastique. Celle qui avait une imprimerie, elle faisait avec des encres végétales. Et toutes, je vous assure, et ça fait plus de 10 ans que je les rencontre, toutes, il y a quelque chose comme ça. Les hommes aussi. Mais massivement, les femmes le font davantage. Pourquoi? Parce qu'elles sont en lien avec le care, avec les plus jeunes, les plus malades, les plus vulnérables, les plus âgés. Donc elles voient le lien avec un environnement sain ou dégradé. Elles sont aussi responsables dans le monde entier, d'ailleurs, de l'alimentation et de l'eau potable. Donc elles agissent, elles protègent, elles préservent. Donc ça, c'est massif chez les femmes. Et en parallèle, elles sont absentes de la table des décisions. Oui, effectivement, parce que alors, dans le livre, vous inversez les chiffres. J'adore faire ça. Mais oui, parce que d'un seul coup, ça nous claque au visage, et à nous, masculins. 89% des chefs d'État sont des femmes, 94% des patrons, des directeurs généraux des plus grandes entreprises sont des femmes. Je ne peux pas faire toute la liste. 92% des maires des 300 plus grandes villes sont des femmes, etc. 94% des prix Nobel sont des femmes, etc. etc. Bon,
Ça serait... Ça serait l'inverse. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Si c'était ça, je pense qu'il y aurait une révolution masculine. Mais quoi. immédiatement, et des femmes aussi. Personne n'accepterait l'inverse. Personne. Et nous, en fait, on s'est habitué à ce statu quo. On trouve ça tout à fait normal que les femmes soient absentes partout. Les dirigeants de banque, c'est 98% d'hommes ou de femmes si on inverse. Et en fait, c'est normal que le monde dérive s'il se prive de la moitié de l'intelligence collective, de l'expertise, des expériences de vie. C'est normal que les priorités dérivent. C'est normal qu'on n'ait plus notre bon sens. Il est urgent de rééquilibrer. Et alors, comment on fait? Alors, c'est quoi la solution pour vous? On sait comment faire. Ça passe par l'égalité économique. On a l'impression que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un statu quo, comme je disais tout à l'heure, et que les discriminations sont incompressibles. Mais pas du tout. Les premières sociétés ici en Europe, elles étaient égalitaires. Les pays ont su évoluer, se transformer. Par exemple, l'Islande, avant de venir aux solutions, l'Islande, en 1975, c'était 4% de femmes députées. Donc, c'était vraiment pas un pays égalitaire. Et en une journée, les femmes sont descendues dans la rue. Elles ont tout arrêté. Elles ont arrêté de travailler, de s'occuper des enfants, de tout le monde. Ça a été radical. Quelques mois après, une loi pour l'égalité a été votée. 5 ans après, a été élue la première femme chef d'État au monde. Et aujourd'hui, l'Islande, donc 50 ans après, reste le pays le plus égalitaire au monde. Parce qu'il y a eu une succession de lois. Et en fait, on sait par où passer, c'est par l'égalité économique. Mais alors, l'égalité économique, c'est quoi? C'est des quotas, c'est des lois, c'est des règlements, c'est attention, j'ai le bâton à la main, c'est quoi? Alors déjà, le bon sens devrait nous dire on met de la mixité tout de suite, on est d'accord. Voilà. Sauf que ça marche pas. Donc il faut la boîte à outils. La boîte à outils, c'est effectivement les quotas. Qu'on soit pour ou contre, c'est efficace, ça marche. Et ça marche en politique, ça marche en économie, ça marche dans la petite ville en Inde, ça marche dans nos grandes entreprises, ça marche partout. Les quotas. Le congé deuxième parent. Parce que le congé deuxième parent, à partir du moment où on l'instaure, un vrai, pas un stage d'observation comme c'est le cas aujourd'hui. Dans les pays du Nord, ils l'ont fait, ça transforme tout. Ça devient aussi casse-pied de recruter ou de promouvoir une femme qu'un homme. Et du coup, on est obligé de transformer les organisations. Et au sein de la sphère domestique et parentale, ça transforme pas mal de choses aussi. Parce qu'aujourd'hui, l'écart de charge sur les enfants, par exemple, je l'ai calculé, sur une vie active, c'est 12 ans d'écart. C'est 12 ans de carrière en moins pour les femmes, 12 ans de loisirs en moins, 12 ans de ce qu'elles veulent faire en moins, et 12 ans d'expérience de vie sur le care en moins pour les hommes. C'est un sacré déséquilibre. Congé deuxième parent, ça rétablit ça. Et alors, un vrai congé deuxième parent, c'est quoi? C'est comme dans les pays du Nord. C'est combien de mois? Après ça, c'est un consensus à obtenir, ça se travaille, c'est un vrai changement de mentalité. Mais on se rend compte que quand il y a une partie qui est prise uniquement par la mère, une partie qui est prise uniquement par le père, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement aidant, mais il est co-responsable. Il est vraiment en charge de la sphère domestique et donc des enfants. Et les enfants, ils gagnent. Les pères aussi, ils ont envie de ça, les jeunes pères. Et quand il y a un tronc commun, là, on sait que ça change complètement les mentalités et les organisations. Donc ça, c'est un outil sacrément efficace. Donc, les quotas, le congé parental, quoi d'autre? Alors, il y a un outil génial qui a un nom barbare, qui s'appelle l'égaconditionnalité. Il suffit de rajouter dans les contrats publics, donc tout ce qui est subvention, prêt, etc., tout l'argent public. À chaque fois qu'on prête ou qu'on subventionne une organisation, quelle qu'elle soit, on rajoute une ligne en disant c'est octroyé, mais en parallèle, il faut qu'il y ait un plan avec des objectifs chiffrés pour aller vers l'égalité. On ne demande pas l'égalité immédiate, on sait bien que ce n'est pas possible, mais par contre, si on s'y met maintenant, dans 10 ans, on est capable d'y arriver. Dans 10 ans, avec des objectifs chiffrés, des moyens, on est capable d'y arriver. C'est un engagement, mais aussi des objectifs chiffrés. C'est pas juste on va faire mieux. Quand on travaille dans le domaine commercial, on se donne des objectifs. Avec le risque de perdre cet argent public si on n'a pas tenu les objectifs 5 ans après, c'est ça. Ou même avant. Là, c'est hyper efficace, ça coûte rien à l'État. Et même, ça peut lui rapporter gros. Ça peut rapporter gros à l'État, et ça, c'est hyper efficace. Pourquoi c'est pas utilisé ? Et pourquoi? Parce que je vous entendais parler de l'exemple de l'Islande, c'est ça. En France aussi, maintenant, il y a une parité. Il n'y a pas 50% de députés donc 37%, femmes, on est derrière la Jamaïque. Voilà, mais bon, il y a un progrès. On est derrière la Jamaïque. Non, il y a eu une régression aux dernières élections. Non, on n'est pas bon. Et en fait, on se rend compte que la mixité, c'est pas 15-20% de femmes. Ça change rien. Parce que du coup, on est obligé, nous les femmes, on est en infériorité, en minorité. Mais dans un groupe où les hommes sont en minorité, c'est la même chose, en fait. La mixité, ça fonctionne quand c'est la parité ou pas loin, en fait. Et c'est là où il y a toute l'alchimie qui se fait, et là où les codes se transforment vraiment. Donc, on peut pas se dire, ah oui, on est content, on a 20% de femmes. Non, ça suffit pas. C'est pas
pas ça la mixité, c'est pas ça la vie. Hein. Merci beaucoup Marie-Éloi. Votre livre Les femmes sauveront-elles le monde est donc publié aux éditions Erol. On passe à notre débat, le zéro artificialisation nette en question.